Le principe du contrôle ouvrier, c'est avoir les moyens de véritablement peser et infléchir les projets de l'entreprise. La proposition suivante est portée de longue date par Isabelle Ferreras. Elle est chercheuse au FNRS, elle travaille à l'UC Louvain et à l'Université d'Harvard. Alors ce qu'elle propose, c'est de démocratiser les entreprises en faisant en sorte que les travailleurs puissent y avoir autant de poids que les apporteurs de capital. C'est une proposition dont on va discuter juste après avec Sarah Lafuente et Mathieu Verhagen, mais tout d'abord, on écoute la proposition d'Isabelle Ferreras. Ce que cette crise révèle au grand jour, c'est que sans les travailleurs, sans les travailleuses, ceux que j'appelle les investisseurs et investisseuses en travail, il n'y a tout simplement pas de production ni de service. Il est devenu aujourd'hui injustifiable de considérer les investisseurs en travail comme de simples ressources humaines ou des parties prenantes parmi d'autres de l'entreprise, les clients, un peu l'environnement, les fournisseurs, les voisins. Non, les investisseurs en travail sont constitutifs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont au moins autant que le capital constitutifs de ce qu'est la réalité de l'entreprise. Dans le cas d'une société démocratique, les tenir à l'écart du gouvernement de l'entreprise, c'est devenu injustifiable. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette question de savoir comment on pourra exprimer la reconnaissance de la société aux travailleurs qui font des efforts inouïs pour que celle-ci ne s'effondre pas. Il nous faudra plus que de la redistribution. Bien sûr, il nous faut aplatir la courbe indécente des rémunérations et augmenter le niveau du plancher. Mais ça ne suffira pas, il nous faut de la justice politique, c'est-à-dire de la citoyenneté dans l'entreprise. Le président Macron nous dit que nous sommes en guerre, que ceci est la guerre de notre époque. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, qu'avons-nous fait? En reconnaissance de leur contribution incontournable à la société, nous avons accordé le droit de vote aux femmes. Il faut amener aujourd'hui la délégation du personnel au niveau du conseil d'entreprise, cet embryon de chambre de représentation des investisseurs en travail, composé des élus, des travailleurs, sur les listes déposées par les organisations syndicales lors des élections sociales, à être dotés des mêmes droits que ceux exercés par le conseil d'administration, afin de soumettre le gouvernement exécutif de l'entreprise à une double majorité. Le choix du CEO ou de la CEO, celui de la stratégie de l'entreprise, comment allons-nous faire pour réorganiser les organisations à l'heure du déconfinement? Comment allons-nous répartir les efforts et les profits? Ce sont tous des enjeux qui ne peuvent pas être laissés dans les mains des seuls apporteurs de capital. Quand on étudie l'histoire de la démocratisation des entités qui sont soumises au gouvernement unilatéral d'une de ces parties constituantes, eh bien, l'on retrouve un moment particulier, un moment bicaméral, et ce depuis 25 siècles. Un moment où propriétaires qui monopolisaient le pouvoir et travailleurs, démos, peuple, se reconnaissent le droit de veto mutuel sur les décisions qui les impactent tous deux. Cette histoire, qui est donc très longue, de sortie des despotismes, doit se prolonger aujourd'hui, car elle parle directement à la réalité de l'entreprise capitaliste. La double majorité, donc ce droit de veto collectif, c'est ce qu'apprend l'histoire du bicamérisme. Ce saut peut être fait en Belgique, sans chambardement institutionnel, car l'institution, elle est déjà là. Le conseil d'entreprise, il est là. Ce bicamérisme pour l'entreprise, c'est la manière d'opérationnaliser institutionnellement le principe du contrôle ouvrier porté par le mouvement syndical, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir les moyens de véritablement peser et infléchir les projets de l'entreprise, la prérogative que se gardent en régime capitaliste les apporteurs de capital. Eh bien, c'est aussi le point de passage vers une économie démocratique, c'est-à-dire qu'une fois que les travailleurs et leurs représentants auront appris à gouverner l'entreprise, on peut très bien imaginer qu'ils auront alors la possibilité d'envisager de racheter leur part aux apporteurs de capitaux et ainsi d'établir des entreprises
démocratique qui se gouverne sans avoir à rentabiliser le capital avant tout. C'est ce que certains appellent l'autogestion et d'autres les coopératives. Sarah Lafuente Hernandez, nous venons d'entendre Isabelle Ferreras parler de démocratisation des entreprises. Vous êtes chercheuse à l'Institut syndical européen. Est-ce que précisément ces organisations syndicales mettent aujourd'hui à l'agenda la question que soulève Isabelle Ferreras? Est-ce qu'elles visent aujourd'hui à renforcer la représentation des travailleurs? Est-ce qu'elles visent à démocratiser les entreprises? Oui, effectivement, bon, c'est une revendication syndicale depuis toujours, hein, mais c'est vrai qu'à l'heure de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, hein, crise sociale, économique, qui a commencé par l'humanitaire, mais dans ces contextes, c'est vrai que la participation a toujours pris une place dans les agendas. C'est quelque chose qu'on remarque dans l'histoire. Et les revendications étaient déjà là, mais aujourd'hui, elles sont d'autant plus prégnantes, hein, parce que les représentants des travailleurs ont un rôle à jouer très important au niveau de consultation, négociation par rapport aux thèmes de santé-sécurité, mais aussi de toutes ces réorganisations au travail qui se mettent en place aujourd'hui. Et la proposition d'Isabelle Ferreras, si je comprends bien, va au-delà de ces droits même. Vise vraiment à donner un poids dans les décisions en amont de l'entreprise. Donc cela, oui, rentrerait dans ces revendications-là, mais pour les pousser en avant, ce que je comprends dans ce contexte. Ok. Nous venons de parler des organisations syndicales. Est-ce que les travailleurs, pour leur part, est-ce qu'eux aussi ils portent ces revendications? Est-ce que vos enquêtes à l'Institut syndical européen donnent à voir une attente aussi des travailleurs de peser sur le destin de leurs entreprises? Ou est-ce qu'ils veulent se ranger derrière la situation actuelle et s'en contenter? Ah oui, bon, je pense que peut-être que les travailleuses de base ne vont pas porter en tant que tel ce projet de bicamérisme, parce que bon, c'est une proposition assez originale d'Isabelle Ferreras, mais l'ambition est là quand même, et les frustrations sont quand même retrouvées au niveau de conseils d'entreprise, niveau local, etc. Oui, on ressent des frustrations par rapport à ne pas avoir plus d'implication, au fait que les avis des représentants dans les conseils d'entreprise ne sont pas suffisamment pris en compte dans les décisions finales. On a souvent, parmi les travailleurs, l'impression que les décisions sont prises ailleurs, que leurs avis ne sont pas pris en compte. Et en tenant compte de ça, oui, on peut dire que ça rejoint une aspiration des salariés, même au niveau de leur poste de travail. Il y a des aspirations de pouvoir avoir plus de contrôle sur ce qui tient à leurs tâches du quotidien, etc. Oui. Oui. Si je peux me permettre de rebondir et faire rebondir Mathieu Verhagen. Mathieu, vous êtes syndicaliste et aussi membre des actrices et des acteurs des temps présents. Donc, c'est deux positions qui sont intéressantes pour ce que vient d'expliquer Sarah. Puisque l'idée du bicamérisme ne serait pas portée par les travailleurs, est-ce qu'elle sera portée par les syndicats eux-mêmes ou par d'autres types d'organes? Qui peut porter cette idée aujourd'hui? D'abord, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que je salue l'idée de Ferreras par rapport à ce bicamérisme, mais je rappelle quand même que dans l'obtention des droits sociaux au XXe siècle, effectivement, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y fait référence, tous les organes de concertation étaient prévus justement pour pouvoir avoir un équilibre, d'une manière ou d'une autre, entre les travailleurs et les patrons. Alors, quand on dit est-ce que ça va être porté par les syndicats ou les travailleurs, moi je dis c'est question de rapport de force aussi qui s'instaure. Nous, on est vraiment clairement pour de la démocratie directe, que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, et qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent être impliqués dans les décisions qui sont prises pour ce qu'on pourrait appeler le bien commun, c'est-à-dire que ce soit au niveau du travail ou ailleurs. Et donc, ces rapports de force peuvent se faire effectivement dans un conseil d'entreprise qui pourrait, et j'entends le raisonnement qui pourrait contrebalancer un CA, mais ce rapport de force se fait surtout, pour moi, dans l'éducation permanente qu'on peut donner aux travailleurs, dans l'information complète
sur justement les enjeux économiques, les enjeux juridiques, les enjeux sociétaux, tous les enjeux qu'on va avoir aussi maintenant autour des banques, et la nationalisation ou pas des banques, de dire on relance l'économie, on relance comment et on relance avec qui. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Mais pour nous, le vrai rapport de force, c'est l'Assemblée générale, c'est les travailleurs, c'est l'ensemble des travailleurs qui décident. Donc, ce n'est pas le syndicat qui représente les travailleurs. Le syndicat, c'est quoi? C'est l'ensemble des travailleurs qui le composent. Et je crois que c'est là que ça va jouer et que c'est là que ce serait le plus important. Voilà, je m'en tiendrai à ça comme réponse pour l'instant. Mais donc, ce ne serait pas d'opposer travailleurs et syndicats ou CA et conseil d'entreprise, ainsi de suite. C'est de dire comment impliquer le plus de gens possible pour pouvoir avoir une gestion correcte. Après, voilà, il y a d'autres pistes. Hein. Si on reste dans ce modèle-ci tel qu'elle le propose, oui, mais alors, donnons les outils et les armes nécessaires aux gens pour qu'ils puissent réellement comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux réels dans une entreprise. Moi, j'aimerais réagir. Oui, donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu vient de dire. Hein, c'est au final les rapports de force et les ressources qu'on va mettre qu'on va mettre au service des représentants ou des travailleurs même, hein, de leurs organes de représentation, qui vont compter et qui vont faire en sorte qu'ils puissent peser vraiment dans les décisions. Mais je pense tout de même que les structures qui sont établies pour rendre cette représentation utile sont très importantes, sont très nécessaires. Et c'est ce qui, je trouve, qui est un élément très intéressant ici dans le bicamérisme, c'est que structurellement, le conflit d'intérêts au sein de l'entreprise est reconnu. Le capital et le travail sont vraiment représentés et sont reconnus dans des organes distincts, ce qui permet les travailleurs de peser en tant que collectif dans les décisions. Ce qui est tout à fait différent, par exemple, du modèle de codécision allemand qu'on rappelle souvent, hein, et dont on parle très souvent et qu'en Belgique est souvent vu avec un peu de suspicion parce qu'effectivement, c'est les travailleurs dans ce cas qui viennent prendre des sièges au sein des conseils de surveillance. Donc, c'est un organe en principe représentant du capital, des actionnaires qui fonctionne dans cette logique. Alors que dans le bicamérisme de Ferreira, c'est ça qui fait la différence radicale. Voilà, on a un organe qui ressemble en fait plus à un conseil d'entreprise, mais avec des compétences élargies et qui permet donc de faire passer des décisions en comptant avec la majorité des travailleurs. Donc ça, tout d'abord, si je peux me permettre un dernier élément qui revient aussi, qui rebondit sur ce que Mathieu a dit, c'est qu'effectivement, après, le bicamérisme économique n'est pas la réponse absolue à la démocratisation de l'entreprise. Et là, je suis tout à fait d'accord, syndicats et travailleurs doivent chercher aussi à démocratiser l'entreprise bien au-delà, dans tous les niveaux de décision et d'articuler ces différents niveaux, soit assemblée générale, droit de grève, etc., pour relier cela à une représentation dans une chambre des investisseurs de travail ou autre, au conseil d'entreprise à compétences élargies. Voilà. J'espère que j'étais... Merci. Merci beaucoup. Moi, j'entends, enfin, je vais finir sous forme de question aussi. C'est-à-dire, est-ce que ce modèle doit continuer? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt aller vers des coopératives? Donc, c'est reposer la question par rapport à l'actionnariat en tant que tel. Et ça, au niveau des actrices des temps présents, on est clair. Nous, on aurait plutôt vers un modèle comme le T1336, où les travailleurs reprennent réellement alors l'outil économique. Et donc, on dit bicaméralisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des travailleurs au sein des comités, des conseils d'administration? Ça, c'est poser une question. Et puis, j'ai une autre question. On a vu sur les 4 dernières années, avec le gouvernement au niveau fédéral en tout cas, que la concertation sociale a été très, très, très compliquée, pour pas dire quasiment nulle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans la loi, on doit concerter les syndicats et ainsi de suite, et puis après, on passe à travers, on met en place tout le programme du VOCA, de l'AFEB et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, franchement, même les gens de l'AFEB, de se dire, waouh, le gouvernement va encore plus loin que ce qu'on demande, merci patron, comme dans le fameux film. Et donc, je me dis, voilà, il faut pouvoir rééquilibrer les forces. Et à un moment ou à un autre, il n'y a rien à faire. C'est comme pour tout. Je veux dire, ce sera dans la participation des gens. Et pour pouvoir participer et pour pouvoir vraiment avoir ça, il faut éduquer les gens, travailler et multiplier les assemblées générales partout. Je crois que c'est le bon moment aujourd'hui
dans les entreprises, et là je lance un message un petit peu à toutes les organisations syndicales, on a un texte qu'on va faire circuler aussi, c'est de dire, bon voilà, c'est peut-être bien le moment aujourd'hui de se réveiller, de se dire, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. On a vu effectivement que le monde du travail, comme le souligne Ferreras, est essentiel, que l'actionnariat, la haute finance, que les gens qui se réunissent à Davos et ainsi de suite, est beaucoup plus de l'ordre de l'accessoire. Et donc rééquilibrons les choses et retrouvons-nous ensemble voilà, dans des mouvements sociaux qui vont être assez clairs et assez tenaces. Je pense entre autres au niveau des soins de santé et au niveau de différents secteurs où voilà, ça fait des années qu'on dit que c'est une catastrophe et ça fait des années qu'on nous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc si cette proposition peut rééquilibrer les choses, bah, nous on est partie prenante. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses qui nous permettent d'ailleurs de glisser facilement vers la prochaine proposition qui est portée par Benoît Boritz et qui justement soulève la question de l'apport en capital dans ces entreprises une fois qu'elles sont démocratisées.